Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne vraiment tous, l'art de la communication. Absolument. On a sur la table le livre de Lael Lons, Comment se faire des amis, qui est en fait la traduction de How to Talk 21. Un livre fascinant. Oui, parce qu'il part d'un postulat tout simple. Les gens qui réussissent, qui ont du charisme, ils sont pas forcément plus brillants ou plus beaux, Non, c'est pas ça le secret. ils ont juste appris une sorte de langage secret. Une boîte à outils avec 92 techniques, c'est énorme. C'est ça. Et il faut bien le préciser, l'idée ce n'est pas de manipuler, Non, pas du tout. c'est plutôt de comprendre la psychologie humaine pour créer des connexions plus fortes, plus authentiques. Le livre est vraiment un parcours, ça va des premières secondes d'une rencontre Qui sont cruciales. jusqu'à des conversations beaucoup plus complexes. Et je pense qu'on devrait commencer par le début, non? Cet impact silencieux. Oui, avant même d'avoir prononcé un seul mot. C'est là que tout se joue en fait. Le livre a cette phrase qui m'a vraiment marqué. Votre corps crie avant que vos lèvres ne puissent parler. C'est très fort comme image. C'est puissant. Et ça nous amène directement à une première technique qui est, je trouve, la plus surprenante du livre. Le sourire inondant. Exactement. On nous a toujours dit de sourire, c'est la base de la politesse, mais là l'auteur raconte l'histoire de Missy qui hérite de l'entreprise de son père. Oui. Et un jour son père la prend à part et lui dit un truc de fou. Missy, ton sourire est trop rapide. Trop rapide, mais ça paraît complètement contre-intuitif. Un sourire, c'est positif, non? C'est ça, et c'est toute la subtilité. Un sourire qui arrive tout de suite, c'est perçu comme automatique, un peu impersonnel. Le sourire qu'on fait à tout le monde. Voilà. La technique du sourire inondant, c'est l'inverse. Quand on rencontre quelqu'un, on sourit pas tout de suite. On marque une micro-pause. On prend le temps de regarder la personne. Oui, on la regarde vraiment. Et ensuite, on laisse un grand sourire lent, chaleureux, comme une vague, inonder notre visage. Et ce qui est fascinant, c'est la psychologie derrière ça. Un sourire retardé, même d'une seconde. Le cerveau de l'autre l'interprète comme une réaction spécifique. Personnalisé. Exactement. Ce sourire, il n'est pas pour n'importe qui, il est pour moi. Et du coup, il est perçu comme beaucoup, beaucoup plus sincère. Et donc plus valorisant. Infiniment plus. C'est la différence entre un compliment générique et un compliment qui vise juste. L'impact n'a rien à voir. Cette idée de retenir son impulsion pour créer plus d'impact, c'est un peu un fil rouge dans le livre. Et on retrouve la même chose pour le regard. Ah oui, La technique suivante, j'avoue, son nom m'a fait rire, les yeux collants. l'image est très forte, c'est fait pour qu'on s'en souvienne. C'est clair. L'idée, c'est de prétendre que nos yeux sont collés à ceux de notre interlocuteur avec du caramel mou. D'accord. Et donc, même quand la personne a fini de parler, on ne rompt pas le contact tout de suite. On le fait lentement, presque à contre-cœur, comme si ça nous coûtait de détourner le regard. Mais alors, comment on fait pour que ça ne devienne pas un regard fixe, un peu intimidant ou malaisant? Où est la limite? C'est une excellente question. Et le livre donne un bon indice avec une étude menée à Boston. On a demandé à des participants de compter les clignements d'œil de leurs partenaires. Sans que l'autre le sache, j'imagine. Et évidemment. Et cet exercice tout bête les a forcés à maintenir un contact visuel beaucoup plus intense. Et le résultat est sans appel. Ils ont été perçus comme plus respectueux, plus confiants, plus sympathiques. Donc la clé, c'est pas de ne pas cligner des yeux, c'est de maintenir le contact pendant les silences. C'est ça. C'est intéressant parce qu'il y a un effet physiologique réel. Un regard intense, ça augmente le rythme cardiaque et ça libère une substance, la phényléthylamine, qui est la même que celle qu'on produit quand on tombe amoureux. On crée une réaction chimique en fait. On crée une petite réaction chimique, oui. Et en plus, ne pas avoir peur du silence, maintenir le regard, ça donne une impression d'intelligence. On n'est pas distrait, on réfléchit à ce qui a été dit. Donc on a un sourire sincère, un regard captivant. Il nous manque le troisième pilier de cette première impression silencieuse, la posture. Ah oui, Et là encore, l'image que propose le livre est juste, inoubliable. Ça s'appelle se suspendre par les dents. celle-là, elle est particulièrement visuelle. J'imagine la scène en entrant dans une réunion. Faut pas éclater de rire. Mais c'est ça qui est génial. L'image est tellement absurde qu'on la mémorise et elle ancre la posture physiquement. C'est un vrai hack mental. Alors, explique-nous l'image. L'idée, c'est d'imaginer un mors de cirque, comme celui des acrobates, qui est accroché au cadre de chaque porte qu'on va franchir. D'accord. Et mentalement, on le mord et on se laisse tirer vers le haut jusqu'au sommet du chapiteau. L'effet est immédiat. La tête se redresse, les épaules en arrière. Le torse se bombe, chaque muscle s'aligne dans une posture parfaite. Ça change complètement la façon de se déplacer. On flotte, au lieu de marcher, quoi. C'est un peu ça. Et ça repose sur un principe psychologique très fort, la cognition incarnée.
C'est l'idée que le corps influence l'esprit. Une posture assurée ne fait pas que communiquer la confiance, elle nous fait nous sentir plus confiants. C'est une boucle. Exactement. C'est beaucoup plus efficace que de juste se dire tiens-toi droit. L'image du mort, elle, donne une instruction claire au cerveau. J'adore cette idée. Donc, voilà. Posture parfaite, sourire maîtrisé, regard captivant. Mais, inévitablement, il faut ouvrir la bouche. C'est là que ça se corse pour beaucoup de gens. L'anxiété du small talk, de la petite conversation. Mais le livre est rassurant. Le plus important, c'est pas ce que l'on dit. Mais comment on le dit? C'est la transition cruciale. On a préparé le terrain, maintenant il faut livrer la première phrase. L'auteur raconte une anecdote géniale. Elle est dans un ascenseur avec des membres de Mensa, le club des gens à QI très élevé. D'accord? L'ascenseur est super lent, alors elle, pour briser la glace, elle dit un truc tout bête. Cet ascenseur est un peu lent aujourd'hui. Une remarque banale. Totalement. Mais au lieu d'un simple « oui », elle a eu droit à une avalanche d'explications techniques sur les poulies, les contrepoids. Le décalage total. Un décalage d'humeur complet. Elle était calme, adagio, et eux ont répondu en mode survolté, allegro. Et ça nous amène à deux techniques qui vont ensemble. S'accorder à l'humeur et la banalité passionnée. Avant même de penser à ce qu'on va dire, il faut scanner l'autre. Est-il pressé, calme, et on se cale sur cette fréquence. C'est ça? C'est un processus neurologique en fait. Nos neurones miroirs sont faits pour ça, pour créer du lien. Le faire consciemment, c'est juste donner un coup de pouce à la nature. Et ensuite, ne pas avoir peur de la banalité. Une réponse comme « Oh oui, n'est-ce pas? On a le temps de faire une sieste », dite avec un sourire chaleureux, aurait été 1000 fois plus efficace. Bien sûr, parce que le but des premiers mots, ce n'est pas d'échanger de l'info, c'est d'établir un rapport émotionnel. C'est de dire à l'autre « on est sur la même longueur d'onde, tout va bien ». Le contenu, au début, on s'en fiche un peu, c'est la mélodie qui compte. C'est une super image. Et une fois que ce pont est établi, arrive la question, le piège. Ah, la fameuse. Et vous, que faites-vous dans la vie? Le tue-l'amour conversationnel. Le livre nous met en garde contre ce qu'il appelle le métier tout nu. Une réponse sèche comme « je suis ingénieur » ou « je suis avocate », c'est une impasse. C'est une porte qui se ferme. On donne une étiquette et on force l'autre à faire tout le travail pour relancer. Pour éviter ça, Lones propose le concept de l'énoncé de bénéfice ou le CV Express. L'idée, c'est de décrire son métier par le bénéfice qu'il apporte aux autres. En donnant une petite histoire. Exactement. Au lieu de dire « je suis agent immobilier », on peut dire « j'aide les gens à trouver la maison de leurs rêves ». D'ailleurs, je viens d'en visiter une avec un passage secret, c'était incroyable. Ah, c'est tout de suite plus intéressant. Ou au lieu de « je suis coiffeuse », dire « j'aide les femmes à trouver la coiffeur qui met vraiment en valeur leur visage ». C'est brillant, parce que ça change complètement la perspective. On passe de « voilà ce que je suis » à « voilà comment je peux être intéressante pour vous ». C'est une forme de générosité. C'est exactement ça, de la générosité conversationnelle. On donne à l'autre des hameçons pour qu'il puisse rebondir. Un passage secret, racontez-moi. On lui mâche le travail, et ça rend l'échange beaucoup plus mémorable. Je vois. On n'est plus dans un interrogatoire, mais dans le début d'une histoire. Mais bon, imaginons que malgré tout ça, la conversation s'essouffle. Ça arrive. Ce moment de panique où le silence s'installe. Le livre propose une technique d'une simplicité désarmante. La bouée de sauvetage ultime. Le perroquet. Le perroquet. C'est la technique de secours par excellence. Simple, mais il faut le manier avec un peu de finesse. C'est vrai. Le principe est enfantin. On répète les 2 ou 3 derniers mots de l'interlocuteur avec un ton interrogatif, curieux. Il faut que ça ait l'air sincère. Oui. L'auteur raconte qu'elle est en voiture avec un ami, Phil, qui lui parle de la comédie musicale Sweeney Todd. Elle n'y connaît rien. Au lieu de chercher une question intelligente, elle répète juste « Sweeney Todd ». Et Phil a dû se lancer dans de grandes explications. Exactement. Puis il dit que c'est une histoire bizarre. Elle enchaîne, tout simplement, une histoire bizarre. Et il continue de dérouler son histoire, ravi d'avoir une oreille si attentive. Voilà. Sans le moindre effort, elle a eu une conversation géniale et à la fin, Phil a dû se dire « Quelle super discussion !» Mais c'est parce que cette technique va au-delà de la simple relance. C'est une forme de validation très puissante. En répétant les mots de l'autre, on lui envoie un message. Ce que tu dis est intéressant, je veux en savoir plus. On ne change pas de sujet. On ne le coupe pas, on l'encourage à creuser son propre sujet. C'est une des formes les plus pures de l'écoute active. Et comme tu le disais, la clé, c'est le ton, une vraie curiosité. Si on fait un peu le bilan, c'est un véritable parcours en fait. Tout commence dans le silence.
Oui, avec les fondations non verbales. La puissance d'un sourire retardé pour créer de la sincérité, un regard soutenu pour forger une connexion presque chimique et une posture confiante. Pour affirmer sa présence sans un mot. C'est le socle. Et une fois qu'on commence à parler, il s'agit de s'accorder à l'humeur de l'autre, de présenter son travail comme une histoire et de garder ce petit perroquet en poche. Pour ne plus jamais avoir peur du silence. C'est ça. Et il faut insister sur un point. Ces techniques, ça demande de la pratique pour devenir une seconde nature. Mais leur vrai pouvoir, c'est qu'elles nous obligent à déplacer notre attention de nous-mêmes Qu'est-ce que je vais dire? vers l'autre personne. Et ce déplacement du projecteur vers l'extérieur, c'est ça le secret du charisme. C'est le mot de la fin parfait. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière chose à méditer, j'aimerais évoquer une autre technique du livre qui m'a particulièrement intrigué. Ah, laquelle? La numéro 27. Tuer le moi aussi trop rapide. Le livre suggère que quand quelqu'un mentionne un intérêt qu'on partage, plus on attend pour le révéler, plus l'impact est grand. Ça crée une tension, une connexion plus profonde quand ça arrive, enfin. Exactement. Alors ça laisse une question en suspens. La prochaine fois que quelqu'un dira quelque chose qui nous fait penser « moi aussi », combien de temps osera-t-on attendre avant de le dire, juste pour voir l'effet que ça produit?